Il y a quelques jours, une assez longue liste de gens est apparue. Ces personnes étant tous allées sur l'île où ils ont fait des choses que la décence ne peut me permettre de dire ici. Alors déjà, qu'est-ce que je pense de cette liste? Que vous l'ayez vue ou pas, ça n'a vraiment pas d'importance. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de clients d'Epstein dedans, mais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés sur l'île pour des contrats, pour négocier ou pour autre chose. Vu que c'était un endroit qui réunissait des personnes influentes, riches, avec un certain pouvoir, ce n'est donc pas impossible que pour pouvoir courtiser un contrat, pour pouvoir faire la talakou, comme on dit, des gens se soient rendus sur cette île. Ou alors, ça pouvait même être un point de rendez-vous. Le gars, il est là, tu veux lui parler, il te dit, viens, c'est pas impossible. Je ne vais pas m'avancer à donner des noms sans preuve. Je suis juste certain qu'il y en a plein comme ça. C'est trop gros en fait. Il y a trop de gens. Tous n'étaient pas là en fait. Il y a des gens qui ne sont pas allés pour faire ces choses qui défient complètement la décence là, mais pour des raisons complètement différentes. Résultat, ils se retrouvent dans la liste parce qu'ils ont quand même été sur l'île. Même si ce n'était qu'une seule fois pour une seule raison qui n'a rien à voir avec ce truc, ils sont quand même dans la liste parce qu'ils s'y sont allés. Point final. En tout cas, les circonstances de leur arrivée sur l'île sera à jamais secrète. Bien sûr, ça ne cache pas tous ceux qui sont allés parce qu'ils étaient des clients fidèles même, et ils voulaient des massages. Il y a des noms qui m'ont surpris, il y a d'autres qui ne m'ont pas surpris, il y a des noms qui m'ont laissé complètement indifférent. En m'intéressant au sujet, je suis tombé sur un article intitulé « Le cycle de Epstein » qui nous en dit plus sur lui et la puissance de son réseau. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Donald Barr, le père de William Pelham Barr, procureur général des États-Unis d'Amérique depuis le 14 février 2019, a enseigné la littérature anglaise à l'Université de Columbia, puis a dirigé Dalton School à Manhattan. En 1973, il avait recruté un jeune de 20 ans qui venait juste d'abandonner ses études pour enseigner les mathématiques. Ce jeune autodidacte et naturellement doué pour les maths se nommait Jeffrey Epstein. Jeffrey Edward Epstein enseigna les mathématiques à Dalton School de Manhattan entre 1974 et 1976, mais l'enseignement ne l'intéressait pas vraiment. Il était fasciné par les opérations boursières de Wall Street, lisait tout ce qui était disponible sur la montée des Rockefeller et leur immense fortune, tout en entretenant un intérêt particulier pour le monde du renseignement. Après un intérêt éphémère très passager pour la physique quantique, Epstein quitte l'école Dalton et rejoint la banque d'affaires Bear Stearns & Co. C'est une banque pionnière dans les transferts d'actifs financiers, comme les créances à des visiteurs actifs en transformant les sociétés ad hoc en titres financiers émis sur le marché des capitaux. La faillite de ces banques a été un des éléments précurseurs de la crise financière de 2008. Comme il était doué pour l'élaboration de systèmes de Ponzi assez sophistiqués, Epstein a travaillé à son compte et a commencé à s'enrichir très vite, attirant ainsi dans les premiers temps l'intérêt des services de renseignement américains, puis la section du renseignement financier des services britanniques très actifs sur le marché boursier. Il intègre divers clubs sélectifs et fraternités comme la Sigma Alpha Mu et devient proche de Lex Wexner, un magnat du textile. Epstein a aussi travaillé en tant que consultant avec la Tower Financial Corporation basée à Manhattan et enregistré au Delaware une agence de recouvrement de créances qui payait 1 cent pour chaque dollar de prêt que les débiteurs estimaient sans valeur et ciblant de façon systématique les dettes de personnes auprès des hôpitaux et des compagnies de télécom et des banques. Cette agence a été le fer de lance d'une OPA sur la Pan American Airlines, laquelle fut déclarée en faillite après l'attentat de Lockerbie ayant ciblé le vol 103 en 1988. D'ailleurs, la Libye de Kadhafi avait été accusée dans cette affaire, mais les services secrets libyens, qui avaient des avoirs à New York, gérés par Epstein, nièrent tout lien avec cet attentat et commencèrent à soupçonner ce dernier d'être lié d'une façon ou d'une autre aux services secrets britanniques et au Mossad. C'est donc à l'époque de cet attentat, c'est-à-dire en 88, que Epstein fut recruté par le Mossad en Israël. La Libye finira par tout céder et accepter de payer les indemnités astronomiques suite à un chantage financier mettant en péril le fonds d'investissement libyen et les réserves d'or détenues à l'étranger. Ces concessions forcèrent Kadhafi à se montrer conciliant envers Londres et Washington pour gagner du temps et reparier l'or libyen sur le marché international. Ce stratagème échoua et la Libye de Kadhafi fut finalement ciblée par une guerre hybride ayant détruit son régime politique et économique en 2011. La Tower Financial Corporation va créer une série de systèmes de Ponzi qui aboutira à la plus grande fraude financière de l'histoire des États-Unis, fraude qui va même rivaliser avec celle de Bernard Madoff.
Le fondateur de cette agence, Steven Hoffenberg, et ses employés vont être arrêtés, mais Jeffrey Epstein, l'un des cerveaux, sinon le principal concepteur des schémas de Ponzi, n'est nullement inquiété par la justice. 30 ans plus tard, Steven Hoffenberg corrobore l'appartenance de Epstein au monde du renseignement en affirmant qu'il devait son impunité au fait qu'il manipulait ou jouissait d'un certain laxisme venant des agences de renseignement américaines qui avaient besoin de ses services au profit d'organisations étrangères. Cette affirmation renforce l'information selon laquelle Epstein était un agent de haut niveau au Mossad. C'est une information qu'aucun média américain n'a osé publier de peur de représailles financières terribles. Une fois riche, Epstein devient une personnalité mondaine. Il mène la grande vie, il mène un très grand train de vie et devient l'ami de figures de plus en plus emblématiques et des élites internationales. Il est tellement apprécié par les émirs saoudiens à qui il a rendu d'immenses services dans la haute finance internationale que ces derniers lui octroient d'office la nationalité saoudienne. D'ailleurs, Epstein avait souvent voyagé avec un passeport saoudien. Il était également l'ami des Clinton, oui, la famille Clinton, des Bush, des Trump, des Hilton. Il a été grand ami de 4 premiers ministres israéliens, de membres de la famille royale britannique, d'éminents banquiers de la City de Londres, des 10 grandes richissimes familles de la France. Comme je le disais, il était aussi ami de princes arabes, des oligarques russes, des magnats de la finance et également des parrains du crime organisé transnational dans 30 pays. Oui, ce gars avait un fabuleux réseau. Il dirigeait aussi des opérations clandestines visant à compromettre par le chantage à l'image ou aux mœurs des personnalités publiques d'intérêt prioritaire. Vous comprenez maintenant ce que je voulais dire, non? Il intègre un réseau mondial de trafic de mineurs pour la consommation exclusive des grands de ce monde et devient un maître incontesté du chantage ciblé. C'est dans ce sens donc que je dis que certaines personnes sur sa liste étaient des victimes. C'était des gens piégés. Les faire chanter, pourquoi? Il y a tout un tas de raisons. Peut-être pour rendre service à un ou plusieurs de ses amis. Ou alors à un système, gars. C'est quand même un mania. Le gars a fait chanter des journalistes, des influenceurs, des célébrités et ainsi de suite. Après, il y a tellement de raisons. Le truc, c'est qu'il fallait juste que vous soyez au courant de quelque chose, que vous ayez un peu trop d'informations, qu'il trouvait un moyen de vous piéger tout simplement. Et par rapport à son île, il fallait juste que vous y mettiez les pieds pour être considéré comme étant quelqu'un de très peu recommandable. Même si vous y alliez pour discuter avec quelqu'un d'autre qui s'y trouvait déjà. Donc vous allez pour causer avec une autre personne qui est là, peu importe la raison, et paf, vous êtes dans sa liste. Et ça commence à devenir chaud pour vous parce que on va commencer à vous dire oui, mais tu partais là-bas faire quoi, expliquer ta situation et blablabla et blablabla. En gros, vous avez compris l'idée. Dites-vous que son réseau n'était que l'un d'une dizaine d'autres réseaux similaires développés aussi bien par les services secrets, de multinationales ou encore des élites. Certains de ces réseaux étaient liés à des pratiques initiatiques de sectes ou d'organisations secrètes et impliquaient la pratique d'actes dégueulasses sur des enfants et d'autres activités criminelles. Epstein et son ami Ghislaine Maxwell, une espionne double ou triple même, fille d'un grand magnat de la presse britannique qui était proche des services secrets britanniques et israéliens, était plutôt spécialisée dans les très jeunes femmes recrutées sans contrainte dans les milieux de la mode ou du show business, mais également par prospection pour le mannequinat. Il y a quelques mois, les médias ont révélé des affaires comme quoi il y a beaucoup de filles en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, bref, un peu de partout en Afrique, dont on promettait d'être des stars de mannequinat. Et elles sont recrutées dans des camps ou bien des villages, bref, des endroits un peu reculés, un peu pauvres là, et on leur promet d'être des stars. Là, ce sont les infos qui ont été révélées en Afrique. Mais vous vous doutez que c'était à peu près comme ça partout dans le monde. Il y a plein de pays pauvres, plein d'endroits possibles où justement, il y a moyen de recruter. La demande pour ce type de service était tellement élevée au sein des élites que l'un des agents français impliqués dans ce vaste trafic ironisait sur le recours possible aux méthodes des mafias d'Europe de l'Est qui attiraient sous divers subterfuges des jeunes femmes en quête de notoriété dans des nasses souvent fatales en Occident. D'autres ont préconisé le recours à des sous-traitants employant des méthodes plus violentes, c'est-à-dire du kidnapping. L'ironie de la chose, c'est que l'un des clients les plus réguliers de Epstein dans ce domaine était chargé de publier le rapport annuel contre la traite des personnes dans le monde. Bravo. À un certain moment, Epstein tenait presque tout le goutin mondial dans ses poches. Mais de même, il s'est fait aussi beaucoup d'ennemis impressionnants. On parle de gens très puissants et qui lui ont promis à maintes reprises que sa tête allait tomber. Des personnes très haut placées comme le responsable de la CIA et du FBI qui considéraient Epstein comme une taupe ou alors un agent double. En 2008-2009, une première procédure judiciaire à son encontre est entamée et à la suite d'une perquisition policière, Epstein est inculpé, mais ce dernier passe des accords avec le procureur et s'en sort assez bien. En réalité, ce sont les Israéliens qui l'ont dans le viseur et Epstein tentera de se réfugier chez ses amis les Saoudiens.
ses amis arabes et saoudiens très riches qui lui ont accordé un certain répit avant les nouvelles accusations en 2015. À la fin, Epstein est arrêté pour sexuel de mineurs le 7 juillet 2019 et incarcéré au Metropolitan Correction Center de New York où sa richesse lui aurait attiré l'agressivité des gardiens et de d'autres détenus. À peine 2 semaines plus tard, Jeffrey Edward Epstein, l'homme qui connut la toute-puissance en ce bas monde, la toute-puissance de ce bas monde a été éliminé en prison et le crime a été maquillé en autre chose. Le type en savait beaucoup trop sur beaucoup trop de gens et il connaissait les ressorts cachés du pouvoir et comment est-ce que ça circulait. Il y avait donc trop d'informations en jeu pour qu'on le laisse en vie. Le fils de Donald Barr, le premier employeur d'Epstein, si vous vous rappelez, quand il a quitté l'université à l'âge de 20 ans, supervise depuis le mois d'août 2019 l'enquête sur les circonstances de sa mort qui ne sera jamais élucidée. Détail peu connu, Donald Barr avait écrit un roman de science-fiction centré sur l'esclavage sexuel. L'affaire Epstein a ébranlé l'ensemble de l'élite et des jeux de pouvoir à l'échelle internationale et a mis en évidence une vérité ancienne sur les chantages et l'escroquerie. Derrière la façade du prétendu monde libre se dissimule une réalité sordide où les droits fondamentaux des êtres humains n'ont jamais été reconnus, se limitant aux mêmes privilèges accordés au bétail domestique, avec une prétendue liberté de s'infliger des préjudices. Notre monde est aussi le sujet d'un roman de science-fiction à thématique dystopique que les médias de masse et les réseaux sociaux tentent de nous faire oublier sous peine d'accusation de complotisme. Oui, on aime bien ça ces derniers temps. Tu es complotiste. Une expression atténuée déjà et dépassée même qui risque bientôt de faire l'objet de sanctions. Oui, moi ça ne m'étonnerait pas que bientôt quand on te traite de complotiste, ça s'accompagne d'une sanction. Est-ce que vous avez déjà lu 1984 de George Orwell? C'est une excellente dystopie qui nous montre vers quoi est-ce que la société occidentale va évoluer. Et cette œuvre nous dit très clairement pourquoi est-ce qu'on ne doit pas suivre l'Occident dans ces pas-là. On ne peut pas les suivre, c'est horrible. J'ai souvent fait référence de ce livre dans mes vidéos, allez le lire. Il y a même une version audio, voilà, si ça vous intéresse, si vous ne voulez pas lire, allez écouter. Je me suis refait récemment l'ensemble des aventures de Sherlock Holmes en audio. C'était très rapide, très intéressant, j'ai beaucoup apprécié. D'autant plus que j'écoutais la version audio en vitesse 1,2 ou parfois quand j'avais un peu plus de temps devant moi, j'écoutais à 1,5. Donc, magnifique. C'est bien plus rapide parce que je suis en train de lire actuellement un livre sur la médecine légale et la criminologie. J'ai commencé il y a 6 jours et je suis à peine à la moitié du livre parce que la lecture en fait mobilise beaucoup plus de sens et beaucoup plus d'attention que juste écouter. Donc allez écouter la version audio, ça fait à peine 12 heures, vous l'avez fini en 2 jours max. Au lieu de regarder la série Les Frères Sun, écoutez plutôt ça à la place. C'est intéressant. En tout cas, par rapport à l'affaire d'Epstein, je suis sûr que ces manias-là, ces gens impliqués-là, sont déjà en train de tout mettre en œuvre pour que l'affaire passe vite, que ça se couvre vite, que ça s'étouffe vite. Vous voyez même déjà qu'on n'en parle plus. Est-ce que vous avez même vu la façon dont les médias ont traité le sujet? C'est-à-dire c'est à vomir de rire, tellement ils donnent l'impression d'encourager ça. Une chose même, c'est que si Epstein a été arrêté et éliminé, c'est juste parce qu'il en savait trop. Ce n'est absolument pas pour les horreurs de ses actes, non. C'est parce qu'il en savait trop. Maxwell, qui était sa collaboratrice, avait hérité d'un réseau d'espionnage complet. C'est-à-dire, c'est une affaire digne d'un épisode de Blacklist. Donc, des gens héritent de millions de dollars et de réseaux d'espionnage complètement fournis. Et la meilleure chose qu'ils trouvent à faire avec, c'est ça. La chose à laquelle ils pensent, c'est ça. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.